En juillet 2012, Lucas Dubois, âgé de 9 ans, pédalait sur son vélo orange le long de l'avenue de la Dordogne à Saint-Céré, une petite ville du Lot, et a disparu. C'était un samedi après-midi chaud. Le ciel était clair, les rues silencieuses. Il a tourné au coin près de l'ancien champ de foire de Saint-Céré et n'a plus jamais été revu. Pendant 8 ans, l'affaire est restée sans suite. Puis, à l'automne 2020, une équipe de rénovation a démoli un mur du sous-sol dans une maison abandonnée depuis longtemps à la périphérie de la ville, sur la rue des Châtaigniers. Derrière les parpaings se trouvait un espace clos, l'air lourd de poussière et de moisissure. Étienne Moreau avait été engagé pour vider le vieux garage avant l'arrivée de l'équipe de démolition. La porte basculante rouillée lui a résisté un instant avant de s'ouvrir dans un grincement métallique. Lorsque la lumière de l'après-midi a pénétré l'obscurité, il les a vus. Éparpillés sur le sol en béton, il y avait des vélos d'enfants. 4 d'entre eux. L'un était celui de Lucas. Le même cadre orange avec des poignées noires, le même siège éraflé où il avait l'habitude de rebondir lorsqu'il était excité. Les autres n'appartenaient à personne que sa famille connaissait. Les mains d'Étienne tremblaient alors qu'il sortait son téléphone, fixant les vélos, dispersés comme des promesses brisées sur le sol poussiéreux. 112 ? Quelle est votre urgence ? Je rénove une maison sur la rue des Châtaigniers, dit-il, la voix brisée. Je viens de trouver. Mon Dieu. J'ai trouvé des vélos d'enfants éparpillés sur le sol. L'un d'eux, c'est celui du garçon porté disparu, Lucas Dubois. Cette découverte a replongé la tranquille ville de Saint-Céré dans un cauchemar qu'elle pensait terminé. Et pour ceux qui avaient caché ces vélos, cela signifiait qu'un secret, resté enfoui pendant près d'une décennie, était sur le point d'être révélé. Chloé Dubois rangeait des étagères dans la quincaillerie Bricolage Fournier lorsque son téléphone a vibré avec le nom de l'inspecteur Philippe Laurent affiché à l'écran. 8 ans. 8 ans qu'elle n'avait pas vu ce nom apparaître sur son téléphone, et son estomac se nouait encore comme lorsqu'elle avait 17 ans, assise à la gendarmerie de Saint-Céré pendant qu'on lui demandait pour la 100e fois de décrire ce que Lucas portait. Elle a laissé l'appel basculer sur la messagerie vocale. Les clients avaient besoin d'aide pour trouver les bonnes vis pour réparer leur terrasse, et elle avait besoin de la distraction des problèmes ordinaires avec des solutions ordinaires. Mais 20 minutes plus tard, lorsque Marie-Claire Bisset est entrée en demandant si elle avait entendu parler de l'agitation sur la rue des Châtaigniers, les mains de Chloé sont devenues froides autour de la boîte de clous qu'elle était en train de marquer. Des voitures de police, a dit Marie-Claire, secouant la tête. 3 d'entre elles et ce fourgon blanc de la brigade scientifique. On n'a pas vu autant d'activité depuis. Elle s'est interrompue, ses yeux trouvant le visage de Chloé. Oh, ma chérie, je suis désolée. Je ne voulais pas. Ce n'est pas grave, a dit Chloé, bien que sa voix semblait venir de sous l'eau. Quelle maison sur la rue des Châtaigniers ? Marie-Claire a hésité. L'ancienne maison Renard. Tu sais, celle qui est vide depuis toujours. Quelqu'un la rénovait, et apparemment ils ont trouvé. Eh bien, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais ça doit être quelque chose. Chloé a posé la boîte avec précaution, comme si elle risquait d'exploser si elle bougeait trop vite. La maison Renard, la maison de Marcel Renard, celle qu'il avait abandonnée quand elle était encore à l'école primaire. Elle se souvenait vaguement de lui, l'homme à tout faire qui réparait l'évier de la cuisine de sa mère et qui sentait toujours le tabac et l'huile de moteur. Je dois y aller, a-t-elle dit à Marie-Claire. Le trajet jusqu'à la rue des Châtaigniers a pris 4 minutes, mais cela lui a semblé durer 4 heures. Les mains de Chloé serraient le volant si fort que ses phalanges blanchissaient. Elle pouvait voir les lumières clignotantes à 3 pâtés de maison, peignant le ciel de fin d'après-midi en rouge et bleu, lui rappelant les ambulances et les avis de recherche. Elle s'est garée derrière un fourgon de presse. Mon Dieu, ils étaient déjà là, et elle a marché vers la bande jaune qui délimitait la maison comme une scène de crime. Parce que c'en était une, n'est-ce pas? Même avant de savoir ce qu'ils avaient trouvé, son corps le savait. La façon dont sa poitrine se serrait, le goût métallique dans sa bouche, l'envie de ses jambes de courir. L'inspecteur Laurent l'a vu arriver. Il était plus vieux maintenant, plus gris,
avec des rides autour des yeux qui n'étaient pas là quand Lucas avait disparu. Mais il avait toujours cette même façon prudente de se déplacer, comme s'il craignait de casser quelque chose rien qu'en existant. « Chloé » a-t-il dit en s'approchant. « J'ai essayé de t'appeler. Qu'avez-vous trouvé ?» Les mots sont sortis plus durs qu'elle ne l'avait prévu. Marie-Claire a parlé de messages sur une scène de crime. « Qu'avez-vous trouvé dans cette maison ?» Laurent a jeté un coup d'œil à la maison, puis à elle. Sa bouche s'est ouverte comme s'il allait dire quelque chose de doux, enveloppé dans un langage prudent destiné à amortir le choc. « Dis-moi, je t'en prie, » a dit Chloé. « S'il te plaît, j'attends depuis 8 ans. Dis-moi. » Il a hoché la tête une fois, lentement. « Nous avons trouvé des vélos cachés dans une pièce scellée au sous-sol. 4 d'entre eux. » Le souffle de Chloé s'est coupé. « Celui de Lucas. » Nous pensons que oui. Vélo orange, poignée noire, correspondant à la description. Le monde a vacillé un instant. Chloé a tendu la main, trouvant le capot d'une voiture de police pour se stabiliser. 8 ans à se demander, à imaginer, à espérer qu'il s'était simplement enfui et vivait quelque part en sécurité avec des gens qu'il aimait. 8 ans où sa mère mettait son couvert à table et où Chloé consultait obsessionnellement les sites de personnes disparues. Les autres vélos, a-t-elle dit, la voix à peine un murmure. Savez-vous à qui ils appartiennent? Le visage de Laurent était sombre. Nous vérifions les numéros de série maintenant, mais Chloé. Il s'est arrêté, la regardant comme s'il évaluait combien de vérité elle pouvait supporter. Il y a autre chose. La pièce où nous les avons trouvés. Elle était murée, scellée. Quelqu'un ne voulait pas que ces vélos soient découverts. Les jambes de Chloé ont cédé, pas de manière dramatique, pas comme dans les films. Juste un affaissement lent sur le trottoir, son corps admettant enfin ce que son esprit savait depuis des années, mais refusait de dire à haute voix. Lucas ne rentrerait pas à la maison. Lucas ne rentrerait jamais à la maison. Et quelqu'un dans cette ville calme et sûre s'en était assuré. Laurent s'est assis à côté d'elle sur le trottoir, ses genoux craquants. Autour d'eux, les techniciens de la scène de crime allaient et venaient dans la maison comme des fourmis, portant des sacs de preuves et des appareils photos, tous les outils qu'ils utilisaient pour donner un sens à l'insensé. « Nous le trouverons, Chloé » a dit Laurent. « Nous allons retrouver Lucas, et nous allons trouver celui qui a fait ça. » Chloé hocha la tête, mais elle n'écoutait plus vraiment. Elle pensait à ce vélo orange, à la voix excitée de Lucas lorsque leur père l'avait ramené du magasin, à la façon dont il avait insisté pour faire des tours dans l'allée jusqu'à ce que leur mère le fasse rentrer pour le dîner. À ce que, quelque part dans cette maison, derrière des murs qui avaient caché la vérité pendant 8 ans, se trouvait le dernier fragment de la vie de son frère, et peut-être, enfin, le premier morceau de justice. L'appel arriva à 18h23, juste au moment où Jeanne Dubois sortait un gratin dauphinois du four. La même recette qu'elle préparait chaque mardi depuis 8 ans, car c'était le plat préféré de Lucas, et arrêté aurait été comme abandonné. « Maman », la voix de Chloé était lourde. « Attention. Il faut que tu t'assoies. » Jeanne posa le plat sur le comptoir avec des mains tremblantes, la vapeur s'élevant de la croûte dorée comme des fantômes. « Que s'est-il passé? Es-tu blessé? » « Je vais bien, mais maman, ils ont trouvé quelque chose à l'ancienne maison Renard sur la rue des Châtaigniers. » Les mots frappèrent Jeanne comme une eau glacée. Elle s'effondra sur la chaise de la cuisine où Lucas avait l'habitude de s'asseoir, celle avec le pied bancal qu'il faisait basculer d'avant en arrière jusqu'à ce qu'elle lui dise d'arrêter de gigoter. Quel genre de chose? Chloé resta silencieuse si longtemps que Jeanne crut que l'appel avait été coupé. Puis, son vélo, maman. Ils ont trouvé le vélo de Lucas. Le plat de gratin glissa des mains de Jeanne. Il heurta le carrelage avec un fracas qui résonna dans la maison vide. Les pommes de terre et la crème se répandirent sur le sol comme une promesse brisée. Elle ne nettoya pas, restant assise à fixer le désordre tandis que la voix de Chloé continuait à parler. Des mots comme pièces scellées, preuves, autres vélos glissaient sur elle comme un bruit blanc. 8 ans. 8 ans à laisser la chambre de Lucas exactement telle qu'elle était le jour de sa disparition.
8 ans à laver ses vêtements et à les replier dans sa commode, juste au cas où. 8 ans à se dire qu'il était quelque part, qu'il s'était simplement perdu ou qu'il avait été pris par quelqu'un qui voulait aimer un petit garçon. 8 ans à se mentir. 1 heure plus tard, lorsque l'inspecteur Philippe Laurent frappa à sa porte, Jeanne avait nettoyé le gratin et enfilé la robe bleue qu'elle portait pour aller à l'église Saint-Céré. Celle qui lui donnait l'impression d'être une personne et non un fantôme hantant sa propre vie. Laurent semblait plus vieux. Ils l'étaient tous. Les parents du groupe de soutien pour les enfants disparus, les inspecteurs qui avaient promis de ne pas abandonner. Même Chloé, avec ses yeux sérieux et sa manière prudente de se mouvoir dans le monde, comme si elle craignait de prendre trop de place. Madame Dubois, dit-il, sa voix plus douce que dans son souvenir. Puis-je entrer ? Elle le conduisit au salon où les photos d'école de Lucas étaient toujours alignées sur le manteau de la cheminée. De la maternelle à la 3e année, ce sourire édenté qui s'élargissait chaque année. Les yeux de Laurent les trouvèrent, s'attardèrent. « J'ai besoin de vous poser quelques questions sur Marcel Renard, dit-il. Le nom la frappa comme une gifle. Elle n'avait pas pensé à Marcel depuis des années. L'homme à tout faire discret qui réparait leur robinet qui fuyait et leurs fenêtres coincées. L'homme qui avait toujours été poli, professionnel, qui ne surfacturait jamais et nettoyait toujours ses dégâts. Marcel, qu'a-t-il à voir avec ? Elle s'arrêta. Le vélo. Le vélo de Lucas dans la maison de Marcel. Mon Dieu. Que pouvez-vous me dire sur lui ? Le connaissiez-vous bien ? L'esprit de Jeanne remonta à travers des fragments de souvenirs. Marcel dans sa tenue de travail, la ceinture à outils pendant lâchement autour de sa taille fine. Marcel acceptant le paiement avec des merci doux et des sourires rapides qui n'atteignaient jamais ses yeux. Marcel, qui avait déménagé en 2010, vendu sa maison à une société d'investissement et disparu. Il travaillait pour nous, dit-elle lentement. Des petits travaux. Il était fiable, discret. Je ne crois pas l'avoir jamais vu avec des amis ou de la famille. Il restait dans son coin. Est-ce que Lucas interagissait avec lui ? La question lui noua l'estomac. Parfois. Lucas était curieux des outils, de la façon dont les choses fonctionnaient. Marcel lui montrait des réparations simples, le laissait tenir la lampe torche. Elle s'arrêta, se souvenant. Lucas l'aimait, disait que Marcel le traitait comme un grand. Laurent nota quelque chose dans son carnet. Quand est-ce que Marcel est venu chez vous pour la dernière fois ? Au printemps 2012, peut-être. Il a réparé notre porte arrière. La serrure était bloquée. C'était quelques mois avant. Elle ne put finir sa phrase. Saviez-vous qu'il possédait la maison de la rue des Châtaigniers ? Jeanne cligna des yeux. Je pensais qu'il vivait sur la rue des Tilleuls, dans la petite maison bleue près du parc. Il louait celle-là. La maison de la rue des Châtaigniers lui appartenait. Il a dit aux voisins qu'il déménageait en 2010, mais nous pensons qu'il revenait régulièrement. La pièce sembla soudain plus petite, l'air plus épais. Jeanne pensa à toutes les fois où Marcel était entré chez eux, dans l'espace de Lucas, à la manière dont Lucas le suivait, posant des questions, désireux d'aider. Vous pensez qu'il... Elle ne pouvait pas le dire. Ne pouvait pas assembler ces mots en une phrase cohérente. Nous enquêtons, dit Laurent. Mais Madame Dubois, j'ai besoin que vous réfléchissiez. Dans les semaines précédant la disparition de Lucas, est-ce que Marcel est passé ? L'avez-vous vu dans le quartier ? Jeanne ferma les yeux, essayant de se souvenir. Juillet 2012. La canicule qui rendait tout le monde irritable et fatigué. L'excitation de Lucas à l'idée de commencer le CM1. La façon dont il suppliait tous les jours de pouvoir aller à vélo à l'épicerie Fournier pour prouver qu'il était assez responsable pour le trajet plus long. Et oui, Marcel, elle s'en souvenait maintenant. Il travaillait sur le garage des Moreaux de l'autre côté de la rue. Un problème avec leur porte basculante. Elle avait vu son fourgon Peugeot plusieurs fois cette semaine-là, garé dans leur cour. Il lui avait fait un signe de la main une fois, avec ce même sourire poli. Il était là, juste là,
à regarder quand Lucas a disparu. Il travaillait de l'autre côté de la rue, murmura-t-elle. La semaine où Lucas a disparu, il était là. Laurent hocha la tête comme s'il s'y attendait. Est-ce que Lucas l'a vu? Lui a-t-il parlé? Je ne sais pas. Peut-être. Lucas voulait toujours voir ce que les gens construisaient ou réparaient. Sa voix se brisa. Mon Dieu, est-ce que j'ai laissé ça arriver? Est-ce que j'ai... Madame Dubois. La voix de Laurent était ferme. Ce n'est pas votre faute. Rien de tout cela n'est votre faute. Mais même en disant cela, Jeanne se souvenait de la voix de Lucas ce dernier matin. Maman, je peux aller à l'épicerie à vélo? Je serai vraiment prudent. Je promets de revenir tout de suite. Et sa propre voix, distraite par les factures, le linge et toutes ces petites préoccupations qui semblaient si importantes à l'époque. D'accord, mon chéri. Mais va directement là-bas et reviens tout de suite. Pas de détour. Il lui avait embrassé la joue et s'était précipité dehors, son vélo orange brillant sous le soleil d'été. Directement là-bas et revenir. Si seulement cela avait été aussi simple. Chloé ne pouvait pas dormir. Elle était allongée dans son lit d'enfance, fixant le plafond où Lucas l'avait aidé à coller des étoiles phosphorescentes quand ils avaient 7 ans. Le motif était aléatoire, chaotique. Lucas avait insisté pour qu'ils créent leur propre constellation, quelque chose que personne d'autre au monde n'aurait. Il l'avait appelé l'ours en gomme parce qu'il disait que ça ressemblait au bonbon vert du sachet qu'ils avaient partagé cette nuit-là. À 3 heures du matin, elle abandonna l'idée de faire semblant de dormir et se rendit dans la chambre de Lucas. Sa mère l'avait laissé exactement telle qu'elle. La couverture avec des motifs de voitures de course, décolorée maintenant, mais toujours soigneusement bordée, comme Lucas l'aimait. Sa collection de petites voitures alignées sur le rebord de la fenêtre, ordonnées par couleur, pas par taille, car Lucas disait que la taille était ennuyeuse, mais l'ordre arc-en-ciel était magique. Son sac à dos était toujours accroché à la chaise du bureau. Les devoirs de CE2 encore rangés à l'intérieur. Chloé s'assit au bord de son lit et sortit son téléphone. Les captures d'écran qu'elle avait prises sur la scène de crime étaient floues, mais elle pouvait distinguer le cadre orange du vélo de Lucas parmi les autres éparpillés sur le sol du sous-sol. Son téléphone vibra. Un message de l'inspecteur Philippe Laurent. « Peux-tu venir demain matin? On doit examiner des preuves avec toi. » Elle répondit, « Quel genre de preuves? » 3 petits points apparurent, disparurent, réapparurent. Enfin, des objets trouvés avec les vélos. Certains pourraient être liés à d'autres enfants disparus. Le sang de Chloé se glaça. D'autres enfants disparus. Elle pensa aux 3 autres vélos dans cette pièce scellée, aux familles d'autres villes qui recevraient peut-être des appels comme celui qu'elle avait passé à sa mère aujourd'hui. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher. Enfants disparus, lot, 2010 à 2015. Les résultats envahirent son écran. Des visages qui ressemblaient trop à celui de Lucas. Trop jeunes, trop confiants. Des enfants qui avaient disparu des aires de jeu, des arrêts de bus scolaires et de leur propre cours. Camille Lefebvre, 7 ans, disparu de Figeac en 2011, vu pour la dernière fois en train de jouer dans son jardin. Hugo Martin, 8 ans, envolé de Rocamadour en 2013, parti de chez lui pour aller chez un ami et jamais arrivé. Léa Simon, 6 ans, portée disparue de Cahors en 2014. Son vélo rose fut retrouvé à 2 rues de chez elle, mais elle n'a jamais été revue. Chloé fixa la photo de Léa, son sourire édenté, ses couettes attachées avec des rubans assortis à son vélo rose, le même vélo rose qu'elle avait vu sur les photos du sous-sol, avec des banderoles pendantes sur les poignets. Elle s'apprêtait à fermer l'ordinateur quand un autre résultat de recherche attira son attention. Pas un rapport de disparition, mais un article de presse de 2010. Un homme à tout faire local interrogé dans une affaire de disparition d'une fillette, relâchée sans charge. L'article était court, enfoui dans les dernières pages d'un journal de petite ville. Une fillette de 6 ans nommée Élodie Lefebvre avait disparu de Gramat, à 30 km. La police avait interrogé plusieurs entrepreneurs et travailleurs locaux,
y compris Marcel Renard, qui travaillait dans le quartier cette semaine-là. Aucune charge n'avait été retenue, aucune preuve trouvée. L'affaire était restée sans suite. Mais le vélo d'Élodie, un jaune avec des roues d'entraînement, n'avait jamais été retrouvé. Chloé calcula. 2010, 2 ans avant la disparition de Lucas, 2 ans avant que Marcel ne soit censé avoir quitté leur quartier. Elle imprima l'article et tous les rapports de disparition qu'elle put trouver, les étalant sur le bureau de Lucas comme les pièces d'un puzzle. La chronologie était là, éparpillée sur 5 ans et 4 départements. Un schéma d'enfant disparaissant près de chantiers de construction, près de lieux où un homme à tout faire pouvait travailler. Son téléphone sonna. Le nom de sa mère s'afficha à l'écran. « Chloé, tu es réveillée ? » ?»« Oui, maman. Je suis dans la chambre de Lucas. » Une pause. « Je n'arrête pas de penser à ce que l'inspecteur Laurent a dit, à propos de Marcel qui surveillait notre maison, à propos de la confiance que Lucas lui accordait. » Chloé regarda les articles imprimés, les visages d'enfants qui avaient souri pour des photos d'école et n'étaient jamais rentrés chez eux. « Maman, je pense qu'il y en a eu d'autres avant Lucas. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Chloé expliqua ce qu'elle avait trouvé, lisant les noms, les dates et les détails qui dessinaient un tableau trop horrible pour être pleinement accepté. Quand elle eut fini, le silence à l'autre bout du fil s'étira si longtemps qu'elle pensa que sa mère avait raccroché. Enfin, cet homme était dans notre maison. Il a réparé notre évier, nos portes. Il nous a souri. Il a serré la main de ton père. Je sais. Lucas l'aidait à porter ses outils, lui apportait des verres d'eau quand il faisait chaud. La voix de sa mère devenait plus faible, plus lointaine. Comment n'avons-nous pas vu ? Comment n'avons-nous pas su ? Chloé n'avait pas de réponse à cela. Elle pensait à la manière dont Marcel avait toujours été poli, professionnel, à la façon dont il se fondait dans l'arrière-plan de leur vie, juste un autre adulte s'occupant de choses d'adultes. Invisible jusqu'à ce qu'on ait besoin de réparer quelque chose. Nous n'aurions pas pu savoir, dit-elle, mais les mots sonnaient creux. Il était doué pour se cacher. Je repense sans cesse à ce dernier matin. Lucas était tellement excité à l'idée d'aller à l'épicerie tout seul. Il me suppliait depuis des semaines de faire ce trajet seul pour prouver qu'il était responsable. La voix de sa mère se brisa. Et si Marcel attendait ce moment ? S'il savait que Lucas finirait par me convaincre de le laisser y aller ? Chloé se sentit nauséeuse. Elle pensa aux prédateurs, à la manière patiente dont ils étudiaient leur proie, à Marcel travaillant de l'autre côté de la rue cette semaine-là, observant, apprenant les habitudes et les préférences de Lucas. La police va trouver, dit-elle. Ils trouveront des preuves et ils. Chloé. La voix de sa mère était maintenant ferme, certaine. Je veux voir cette maison. Je veux voir où ils ont trouvé son vélo. Maman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est une scène de crime, et c'est mon fils, mon bébé. Pendant 8 ans, je me suis demandé où il était allé. Ce qui lui était arrivé. Maintenant, je sais qu'il était à 6 rue d'ici tout ce temps. 6 rue. Chloé comprenait. Elle le ressentait aussi. Le besoin de voir, de toucher, de rendre cela réel d'une manière que les rapports de police et les photos de preuve ne pouvaient pas. Mais elle savait aussi ce que ce sous-sol ferait à sa mère. Ce que coûterait le fait de voir le vélo de Lucas dans cette pièce sombre. Laisse-moi parler à l'inspecteur Laurent demain, dit-elle. Peut-être après qu'ils auront tout traité. Peut-être alors. D'accord, dit sa mère. Mais Chloé pouvait entendre le mensonge dans sa voix. Le même ton que Lucas utilisait quand il promettait de ranger sa chambre plus tard, quand plus tard signifiait jamais. Après que sa mère eut raccroché, Chloé resta dans la chambre de Lucas jusqu'au lever du soleil, entourée des preuves de tous les enfants qui n'étaient jamais rentrés chez eux. Quand la lumière du matin filtra à travers sa fenêtre, touchant les étoiles phosphorescentes et les faisant s'estomper, elle se fit une promesse. Elle allait retrouver Marcel Renard, et elle allait le forcer à lui dire exactement ce qu'il avait fait à son frère. La salle des preuves de la gendarmerie de Saint-Céré sentait le carton et le désinfectant.
Chloé était assise face à l'inspecteur Philippe Laurent à une table métallique, fixant les sacs plastiques disposés entre eux, comme des reliques d'un autre monde. Le casque de vélo de Lucas, le rouge avec des autocollants de flammes qu'il avait insisté pour avoir, même s'il jurait avec son vélo orange. Un petit sac à dos bleu avec des personnages de dessins animés qu'elle reconnaissait des émissions qu'il regardait. Une montre d'enfant, le genre numérique avec un cadran de super-héros, et d'autres objets, des choses appartenant à des enfants qu'elle n'avait vus que dans des avis de recherche. Le casque et le sac à dos sont bien ceux de Lucas, dit Laurent, consultant ses notes. Votre mère l'a confirmé hier. La montre appartient à Hugo Martin. Sa grand-mère l'a identifié il y a 1 heure. Chloé prit le sac de preuves contenant le casque de Lucas, sentit son poids à travers le plastique. Les autocollants étaient décolorés maintenant, décollés sur les bords. Une des flammes était déchirée, probablement à cause de ce qui s'était passé dans cette pièce du sous-sol. Et le vélo rose? Avez-vous découvert à qui il appartenait? Laurent hocha la tête, l'air sombre. Léa Simon. Ses parents sont venus de Cahors ce matin. Il s'arrêta, se frotta les yeux. Il porte sa photo depuis 6 ans. Ils n'ont jamais arrêté de chercher. 6 ans. Chloé pensa aux parents de Léa, au soulagement et à l'horreur qu'ils devaient ressentir en ce moment. Soulagement d'avoir enfin des réponses. Horreur de ce que ces réponses signifiaient. Il y a autre chose, dit Laurent. Il sortit un autre sac de preuves. Celui-ci contenait ce qui ressemblait à un dessin d'enfant. Nous l'avons trouvé scotché au mur dans la pièce cachée. On dirait qu'il a été dessiné à la craie sur du papier à carreaux. Chloé se pencha plus près. Le dessin était rudimentaire, comme le sont toujours les œuvres des enfants, mais assez clair pour être compris. Une maison avec des fenêtres et une porte. Des bonhommes allumettes dans le jardin, un grand, un petit. En bas, en lettres tremblantes, la maison de Lucas. Son souffle se coupa. Lucas a dessiné ça? Nous pensons que oui. L'écriture correspond aux échantillons de ses devoirs scolaires fournis par votre mère. La voix de Laurent était prudente, clinique. Chloé, nous pensons que les enfants ont été retenus dans cette pièce, au moins pendant un certain temps. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Elle s'était préparée à l'idée que Lucas était mort, qu'il avait été tué rapidement et son vélo caché comme preuve. Mais ceci, l'idée qu'il était enfermé dans ce sous-sol sombre, dessinant des images de la maison, était en quelque sorte pire. Combien de temps, murmura-t-elle. Nous ne savons pas encore. L'équipe de la police scientifique est toujours en train de tout analyser. Laurent se pencha en avant. Mais Chloé, il y a quelque chose que je dois vous dire à propos de Marcel Renard. Nous avons retracé son passé, et ce que nous avons trouvé n'est pas bon. Il ouvrit un dossier, en sortit une chronologie écrite d'une écriture précise. Marcel déménageait beaucoup, ne restait jamais plus de quelques années au même endroit. Toujours employé comme homme à tout faire ou entrepreneur, toujours avec des raisons légitimes d'entrer chez les gens. Chloé étudia la chronologie. Lot, Dordogne, Corrèze, retour dans le Lot, un schéma dispersé qui suivait les petites villes et les quartiers résidentiels. Nous avons contacté les gendarmeries de chacun de ces endroits, leur demandant de vérifier les cas d'enfants disparus pendant les années où Marcel y vivait. La mâchoire de Laurent était crispée. Jusqu'à présent, nous avons trouvé des liens possibles avec 11 autres cas. 11. Chloé se sentit étourdie. 11 enfants. 11 familles qui avaient perdu un enfant pendant que Marcel vivait dans leur région. Tous ne peuvent pas être définitivement liés à lui. Certains de ces enfants ont été retrouvés. Certains cas ont été résolus avec d'autres coupables. Mais le schéma est là. Chloé fixa la chronologie, l'écriture soignée qui réduisait la mort de son frère à des dates et des lieux. Où est-il maintenant? Où est Marcel? Nous y travaillons. Il utilisait différents noms, différents numéros de sécurité sociale. Après avoir quitté votre quartier en 2012, il a pratiquement disparu. Mais nous le trouverons, Chloé. Ce genre de preuves, les vélos,
les objets personnels, c'est suffisant pour construire un dossier solide. Et s'il est toujours là dehors? S'il a enlevé d'autres enfants depuis Lucas? Laurent ne répondit pas tout de suite, et ce silence lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Un coup à la porte les interrompit. Un gendarme en uniforme passa la tête. Inspecteur, les parents de Cahors sont là. La famille Simon, ils veulent voir le vélo de leur fille. Laurent hocha la tête. Donnez-nous 5 minutes. Après le départ du gendarme, Chloé regarda à nouveau les sacs de preuves. Le casque de Lucas, son sac à dos, un dessin qui prouvait qu'il était resté en vie dans ce sous-sol assez longtemps pour se souvenir de la maison. « Je veux voir la maison, dit-elle. Chloé, je veux voir où il était, où il a fait ce dessin. J'en ai besoin. » Laurent étudia son visage. L'équipe de la scène de crime est encore en train de travailler. Ce n'est pas un endroit où vous voulez être maintenant. Ce n'est pas un endroit où je veux être jamais, dit Chloé. Mais c'est mon frère, et pendant 8 ans, je me suis demandé où il était allé. Maintenant, je sais. Il était à 6 rue de notre maison, et je suis passé devant cet endroit des centaines de fois sans savoir qu'il était là. Elle reprit le casque de Lucas, traça le contour d'un autocollant de flamme à travers le plastique. Je le grondais parce qu'il laissait ça sur le comptoir de la cuisine. Je disais qu'il allait le perdre s'il ne le rangeait pas correctement. Sa voix se brisa alors, juste un instant. Toutes ces fois où je m'inquiétais qu'il perde son casque. Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait tout perdre d'autre. Laurent resta silencieux un moment. Alors je verrai ce que je peux faire. Peut-être dans quelques jours, quand nous aurons fini de collecter les preuves principales, mais Chloé, voir cette pièce ne te donnera pas de clôture, ça ne fera que te donner des cauchemars. J'ai déjà des cauchemars, dit Chloé. Au moins, comme ça, ils seront réels. À l'extérieur de la salle d'épreuve, elle pouvait entendre des voix dans le couloir. Probablement la famille Simon, se préparant à affronter la même confirmation horrible qu'elle venait de vivre. Des parents qui avaient passé 6 ans à espérer que leur fille était en vie quelque part, pour apprendre qu'elle était morte presque tout ce temps. Chloé pensa au vélo rose avec des rubans, à une fillette de 6 ans qui aimait les couleurs vives et qui avait probablement dessiné des images de sa maison, tout comme Lucas. Elle pensa à Marcel Renard, où qu'il soit maintenant, vivant sous le nom qu'il avait choisi ensuite. Et elle pensa aux 11 autres familles qui ne savaient peut-être même pas encore que la disparition de leurs enfants était liée à un homme qui avait fait carrière en réparant des choses tout en brisant secrètement ce qu'il y avait de plus précieux. Le rapport médico-légal arriva un jeudi matin, livré sur le bureau de l'inspecteur Philippe Laurent dans une enveloppe Kraft qui semblait trop fine pour contenir 8 ans de réponses. Chloé était assise sur une chaise en plastique inconfortable en face de son bureau, l'observant lire des pages remplies de langage technique et d'observations cliniques. Son visage ne trahissait rien, mais elle pouvait voir sa mâchoire se crisper à chaque page tournée. « Qu'est-ce que ça dit » demanda-t-elle enfin. Laurent posa le rapport avec précaution, comme s'il pouvait le mordre. La pièce du sous-sol était aménagée comme un espace de vie, de fortune mais fonctionnel. Il y avait des toilettes de camping derrière un rideau, des bouteilles d'eau, un système de ventilation qu'il avait bricolé à travers les fondations. L'estomac de Chloé se noua. Il les gardait en vie. Pendant un certain temps, oui. L'équipe médico-légale a trouvé des preuves que des enfants ont été dans cette pièce sur plusieurs années, à différentes périodes. Il s'arrêta, croisa son regard. Chloé, ils ont trouvé d'autres dessins cachés sous une planche de plancher décellée, différentes écritures, différents enfants. La pièce sembla soudain plus petite. Chloé serra les accoudoirs de sa chaise. Combien? 7 dessins au total. 3 que nous pouvons associer à des enfants disparus connus grâce aux noms inscrits en bas. Les autres? Il haussa les épaules, impuissant. Des enfants dont les cas n'ont peut-être pas encore été reliés. 7 enfants. Cette famille qui traversait ce que sa famille vivait maintenant. Chloé pensa à Lucas dessinant cette image de leur maison, effrayé et seul, mais se souvenant encore assez clairement de chez lui pour le recréer à la craie. Ont-ils souffert?
La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Pouvez-vous dire combien de temps il... Le médecin légiste travaille encore là-dessus, dit Laurent doucement. Mais Chloé, je dois vous préparer à quelque chose. Nous avons trouvé des preuves que Marcel ne travaillait pas seul. Que voulez-vous dire? Laurent sortit un autre dossier, plus épais celui-ci. La pièce était trop sophistiquée pour qu'une seule personne la gère à long terme. La ventilation, l'insonorisation, la manière dont elle était cachée, cela demandait de la planification et de l'expertise, et certains des objets des enfants montrent des signes d'avoir été déplacés plusieurs fois. Chloé le fixa. Vous pensez qu'il y avait quelqu'un d'autre? Nous pensons que Marcel avait de l'aide. Peut-être quelqu'un qui a fourni l'emplacement. Peut-être quelqu'un qui aidait à l'entretien. La maison était censée être vide depuis des années, mais les voisins signalent avoir vu des camionnettes d'utilité publique de temps en temps. Toujours des entreprises différentes, toujours avec des bons de travail qui semblaient légitimes. Des faux bons de travail. C'est ce que nous pensons. Quelqu'un s'assurait que ce sous-sol reste fonctionnel même après que Marcel ait officiellement déménagé. Laurent s'adossa à sa chaise. Chloé, je vous dis cela parce que nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin que vous réfléchissiez à toute personne avec qui Marcel aurait pu être proche, quelqu'un qui faisait un travail similaire, qui aurait pu avoir accès à du matériel ou à des connaissances sur la manière de cacher des pièces. L'esprit de Chloé remonta à travers les souvenirs de Marcel travaillant sur leur maison. Il avait toujours travaillé seul, pour autant qu'elle s'en souvenait, silencieux, efficace, professionnel. Mais il y avait eu cette fois-là. Il y avait un autre homme une fois, dit-elle lentement. J'avais peut-être 10 ou 11 ans. Marcel réparait notre chaudière et cet autre homme est passé. Ils ont parlé dans le sous-sol pendant un moment, mais je n'ai jamais vu son visage clairement. Vous souvenez-vous de quelque chose à son sujet? Son nom? À quoi il ressemblait? Il était plus âgé que Marcel, je crois. Cheveux gris. Il conduisait une camionnette blanche avec un logo d'entreprise sur le côté. Chloé ferma les yeux, essayant de rendre le souvenir plus net. Maman m'a fait rester à l'étage, mais je les ai entendus parler du projet. À l'époque, je pensais qu'ils parlaient de notre chaudière. Laurent nota quelque chose dans son carnet. Et le logo de l'entreprise. Vous souvenez-vous de ce qu'il disait? Quelque chose avec « électrique » dans le nom? Peut-être électrique de la vallée? Chloé secoua la tête. Je suis désolé. J'étais juste une enfant. Je n'y prêtais pas vraiment attention. Ce n'est pas grave. Chaque détail aide. Il feuilleta d'autres pages du dossier. Nous examinons aussi plus attentivement l'historique d'emploi de Marcel, en traquant chaque entreprise pour laquelle il a travaillé, chaque chantier auquel il a eu accès. Avez-vous trouvé quelque chose? Quelques schémas. Marcel semblait toujours obtenir du travail dans des quartiers où des enfants disparaissaient ensuite. Et il était doué pour établir la confiance, avec des références de clients satisfaits, des liens avec des entrepreneurs locaux. L'expression de Laurent s'assombrit. Le genre de réputation qui lui donnait accès à des maisons avec des enfants. Chloé pensa à sa mère laissant Marcel entrer chez eux, lui faisant confiance autour de Lucas, à tous les parents dans tous les quartiers qui avaient pris la même décision raisonnable d'embaucher un homme à tout faire fiable. Il y a autre chose, continua Laurent. Nous avons contacté l'entreprise qui a acheté la maison de Marcel en 2010. La vente a été gérée par une société écran, mais nous avons retrouvé l'acheteur réel. Qui était-ce? Un homme nommé André Lefebvre. C'est un électricien. Il possède une petite entreprise de travaux dans le département voisin. Laurent marqua une pause. Le même département où le premier cas de disparition de fillette a eu lieu en 2010. Élodie Lefebvre. Le nom frappa Chloé comme une gifle. Lefebvre. Le même nom de famille. André Lefebvre est l'oncle d'Élodie, le frère de son père. Chloé sentit la pièce tourner. Son oncle a acheté la maison de Marcel. La maison où Marcel gardait des enfants. C'est ce qu'il semble.
Et écoutez ça. L'entreprise de André Lefebvre était enregistrée comme entrepreneur pour plusieurs travaux dans votre quartier entre 2010 et 2012, y compris des travaux sur la maison des Moreaux en face de chez vous. La maison des Moreaux? Là où Marcel travaillait la semaine où Lucas a disparu. Chloé se souvenait avoir vu la camionnette dans leur cour. Elle se souvenait que sa mère avait mentionné qu'ils avaient des problèmes avec leur porte de garage. Vous pensez que cet André Lefebvre travaillait avec Marcel? Nous pensons qu'il travaillait avec lui ou qu'il nettoyait derrière lui. Peut-être les deux. Laurent referma le dossier. Chloé, nous allons convoquer André Lefebvre pour un interrogatoire, mais je voulais que vous le sachiez d'abord, car cela signifie que l'enquête va devenir beaucoup plus vaste et beaucoup plus compliquée. Chloé hocha la tête, mais elle n'écoutait plus vraiment. Elle pensait à Élodie Lefebvre, à une fillette de 6 ans dont l'oncle avait peut-être aidé à cacher le corps. À Lucas faisant confiance à Marcel, peut-être même rencontrant cet André Lefebvre sans savoir qu'il marchait dans un piège. Quand, demanda-t-elle. Quand le convoquez-vous? Demain matin. Nous obtenons le mandat ce soir. Chloé se leva, les jambes tremblantes. Je veux être là quand vous l'arrêterez. Chloé, ce n'est pas pour interférer, juste pour voir son visage. Pour voir le visage de quelqu'un qui a aidé à tuer mon frère. Laurent l'observa un long moment. Je verrai ce que je peux faire. Mais Chloé, voir son visage ne rendra pas la douleur moindre. Ça vous donnera juste un autre visage à haïr. Tant mieux, dit Chloé. J'ai besoin de quelqu'un à haïr qui soit encore en vie. André Lefebvre vivait dans une maison à 2 niveaux sur une impasse, le genre d'endroit où les voisins se mêlaient de leurs affaires et où personne ne posait de questions sur les bruits venant du sous-sol. Chloé était assise dans la voiture banalisée de l'inspecteur Laurent, garée 2 maisons plus loin, observant l'équipe tactique se positionner autour de la propriété de Lefebvre. Il était 6h47 du matin. Assez tôt pour que la plupart des gens soient encore au lit, mais assez tard pour que Lefebvre puisse se préparer pour le travail. Il a un atelier derrière la maison, dit Laurent, étudiant des photos de surveillance. Un bâtiment séparé, sans fenêtre sur les côtés donnant sur les voisins. S'il cache autre chose, c'est là que ce sera. Chloé fixait la maison d'apparence ordinaire, avec sa pelouse bien entretenue et ses volets peints. Un vélo d'enfant était visible dans le garage, rose avec des roues d'entraînement. Son cœur se serra avant qu'elle ne se souvienne que André Lefebvre avait des enfants légitimes. Une famille qui n'avait probablement aucune idée de ce qu'il faisait. Et sa famille, demanda-t-elle. Une femme et 2 filles. Sa femme travaille de nuit à l'hôpital. Les enfants sont chez leur grand-mère cette semaine pour les vacances de printemps. La radio de Laurent grésilla. Nous avons prévu le moment exprès. Nous ne voulions pas qu'il soit là pour ça. La voix du chef d'équipe passa à travers la radio. Toutes les unités en position. Le véhicule du suspect est dans l'allée. Les lumières sont allumées dans la cuisine. Laurent activa sa radio. Avancez. Chloé observa les officiers tactiques approcher la maison avec une efficacité rodée. Pas de sirène, pas de cris, juste le mouvement contrôlé de personnes qui savaient exactement ce qu'elles faisaient. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper. André Lefebvre sortit sur son Porsche, vêtu d'une tenue de travail et tenant un thermos de café. Il était plus âgé que ce que Chloé avait imaginé, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris et des mains usées par des années de travail manuel. Il ressemblait à un grand-père, pas à un homme qui avait aidé à assassiner des enfants. Il ne s'enfuit pas, ne résista pas, posa simplement son thermos avec précaution et mit ses mains derrière son dos, comme s'il s'attendait à ce moment depuis des années. C'était trop facile, murmura Laurent. Ils regardèrent les officiers conduire Lefebvre vers une voiture de patrouille, tête baissée, épaules affaissées. Pas de drame, pas de protestation d'innocence, juste une résignation silencieuse. Il savait, dit Chloé. Il savait que vous alliez venir. Peut-être. Ou peut-être qu'il est juste fatigué de fuir. Laurent démarra la voiture. Allez, voyons ce qu'il cache dans cet atelier.
L'atelier était verrouillé par 3 serrures à peine dormant et une chaîne. Il fallut à l'équipe d'intervention 15 minutes pour franchir les mesures de sécurité de Lefebvre, mais quand ils ouvrirent enfin la porte, Chloé comprit pourquoi il avait été si prudent. L'espace était divisé en 2 sections. L'avant ressemblait à un atelier d'électricien normal, avec des outils, des fournitures, des établis couverts de débris de réparation légitimes. Mais la partie arrière, séparée par un lourd rideau, était tout autre chose. Des classeurs bordaient les murs, chaque tiroir étiqueté avec des dates et des lieux. Des cartes couvraient un panneau perforé, marqué de punaises colorées correspondant à différentes années. Et sur un bureau au centre, un ordinateur entouré de disques durs externes et de dossiers Kraft remplis de photographies. L'inspecteur Laurent ressortit de l'atelier 20 minutes plus tard, le visage blême. « Chloé, vous devez rentrer chez vous. Qu'avez-vous trouvé ? » « Plus que ce que nous attendions. » « Beaucoup plus. » Il la raccompagna vers sa voiture, une main sur son coude. « Ce n'est plus seulement à propos de Marcel Renard. C'est organisé, professionnel. Nous sommes face à ce qui pourrait être un réseau de traite qui opère depuis 15 ans. 15 ans. Chloé se sentit nauséeuse. Combien d'enfants ? Nous ne savons pas encore. Lefebvre tenait des registres détaillés, mais ils sont codés. Il faudra du temps pour tout décoder. Laurent ouvrit la portière passager pour elle. Mais Chloé, certaines des dates récentes suggèrent que ça ne s'est pas arrêté quand Marcel a disparu. Il pourrait encore être actif. Cette pensée la frappa comme un coup physique. Pendant que sa famille pleurait Lucas, pendant qu'ils apprenaient à vivre avec son absence, d'autres enfants disparaissaient. D'autres familles étaient détruites. Les enfants dans le sous-sol, dit-elle. Étaient-ils ? Ont-ils été vendus ? Laurent ne répondit pas immédiatement, ce qui était une réponse en soi. Nous pensons que certains ont été déplacés vers d'autres lieux. Les dessins que nous avons trouvés, les objets personnels, ils étaient peut-être conservés comme des registres. Une preuve d'inventaire. Sa voix était clinique, professionnelle, mais Chloé pouvait entendre le dégoût en dessous. L'ordinateur de Lefebvre contient des manifestes d'expédition, des listes de contacts, des registres financiers. C'était une entreprise, Chloé. Une entreprise qui vendait des enfants. Chloé s'appuya contre la voiture, ses jambes soudain faibles. Elle pensa à Lucas dessinant des images de la maison pendant que des hommes dans une autre pièce discutaient de le vendre comme une marchandise. À d'autres enfants, peut-être des dizaines, réduits à des lignes dans les dossiers de Lefebvre. Je veux voir ce qu'il y a sur cet ordinateur. Absolument pas. C'est une preuve dans une enquête fédérale maintenant. L'OPJ prend le relais. Laurent marqua une pause. Chloé, vous devez vous préparer. Cette affaire va devenir une nouvelle nationale. L'attention médiatique va être intense. Je me fiche de l'attention médiatique. Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver chaque enfant que ces salauds ont pris. Je sais, et nous le ferons. Mais ça va prendre du temps, et ça va être douloureux. Certains de ces cas sont anciens. Certaines preuves sont dégradées. Nous ne pourrons peut-être pas tous les sauver. Chloé comprit ce qu'il ne disait pas. Lucas était parti. Il était parti depuis des années. Probablement mort peu après que ses dessins avaient été faits. Mais il y avait peut-être d'autres enfants encore en vie. Encore piégés dans des endroits comme ce sous-sol. Et Marcel ? L'avez-vous trouvé ? Lefebvre a parlé, il a donné l'emplacement de Marcel dans l'heure qui a suivi son arrestation. Le sourire de Laurent était sombre. Apparemment, la loyauté a ses limites face à des accusations fédérales de traite. Où est-il ? Une petite ville en Auvergne, vivant sous le nom de Gérard Dubois, travaillant dans la construction. La police locale le récupère cet après-midi. Chloé ressentit une vague de satisfaction si intense qu'elle la surprit. Après 8 ans à se demander, à imaginer le tueur de Lucas comme un fantôme intouchable, l'idée que Marcel Renard allait être arrêté dans une cellule en Auvergne semblait être la justice qui rattrapait enfin son retard. Pourrais-je le voir quand il sera ramené ?
Chloé, je veux voir son visage. Je veux qu'il voie le mien. Elle se tourna vers l'atelier de Lefebvre, où les enquêteurs continuaient de sortir des boîtes de preuves. Cet homme là-dedans a gagné de l'argent sur la mort de mon frère. Marcel Renard nous a pris Lucas. Je veux qu'il sache que Lucas comptait, qu'il n'était pas juste un inventaire. Laurent étudia son visage. Quand le moment viendra, nous verrons ce que nous pouvons organiser. Mais pour l'instant, vous devez rentrer chez vous et préparer votre famille. Cette histoire va éclater dans les prochaines heures, et ça va tout changer. En quittant la maison de Lefebvre, Chloé observa la bande de scènes de crime flotter dans la brise matinale. Bientôt, cette rue calme serait envahie par les reporters et les curieux, tous voulant voir où le mal s'était caché derrière une normalité de banlieue. Mais pour l'instant, c'était juste un autre quartier où les enfants faisaient du vélo, où les parents faisaient confiance aux entrepreneurs, et où personne ne soupçonnait que des monstres pouvaient ressembler à des électriciens fatigués portant des thermos de café. Tout comme le quartier où Lucas avait disparu, faisant confiance à un homme à tout faire qui souriait, saluait et planifiait sa mort derrière des yeux aimables. Marcel Renard ne ressemblait pas à un monstre. Ce fut la première pensée de Chloé lorsqu'elle le vit à travers la vitre sans teint de la salle d'interrogatoire. Il était plus petit que dans son souvenir, les cheveux entièrement gris maintenant, vêtu d'une combinaison orange qui le faisait ressembler à n'importe quel vieil homme fatigué ayant fait de mauvais choix. Mais ensuite, il sourit à quelque chose que l'inspecteur Laurent dit, et Chloé reconnut cette même expression polie qu'il arborait quand il réparait leur évier de cuisine. La même amabilité prudente qu'il montrait à Lucas lorsque son frère le suppliait de l'aider avec des réparations. Il a l'air si ordinaire, murmura-t-elle. À côté d'elle, l'agent de l'OPJ, Martinez, hocha la tête. Ils le sont souvent. C'est comme ça qu'ils s'en tirent si longtemps. À travers les haut-parleurs, elle pouvait entendre la voix de Laurent. Gérard Dubois n'est pas votre vrai nom, n'est-ce pas, Marcel ? Marcel, elle ne pouvait pas penser à lui comme Gérard, pas quand elle le connaissait comme l'homme qui avait assassiné son frère, s'adossa à sa chaise. Je n'ai pas utilisé ce nom depuis des années. J'ai pensé qu'il était temps d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'enlève pas et ne tue pas des enfants. Voyons, inspecteur, c'est une accusation grave. Êtes-vous sûr de pouvoir prouver quelque chose comme ça ? Sa voix était la même aussi. Douce, raisonnable, avec ce léger accent du sud-ouest qui l'avait rendu digne de confiance. Les mains de Chloé se serrèrent en poing. Nous avons trouvé les vélos, Marcel, dans votre sous-sol de la rue des Châtaigniers, y compris l'orange stridé de Lucas Dubois. Pour la première fois, l'expression de Marcel vacilla, juste une seconde, mais Chloé le remarqua. Une crispation autour des yeux, un léger changement de posture. C'est toute une histoire, dit-il enfin. Mais je n'ai pas vécu dans cette maison depuis 2010. Ce que quelqu'un a mis dans ce sous-sol s'est passé après mon départ. Sauf que nous avons votre partenaire, André Lefebvre, et André a été très bavard. Le sourire de Marcel s'effaça. André a des problèmes de santé, des troubles de mémoire. Je ne mettrai pas trop de foi en ce qu'il dit. L'agent Martinez se pencha en avant. Lefebvre nous a montré les registres, Marcel. Chaque transaction, chaque lieu, chaque enfant. Votre opération était impressionnante. Si on peut appeler détruire des familles impressionnant. Je ne sais pas ce que vous pensez avoir trouvé. Nous avons trouvé le dessin de Lucas Dubois, interrompit Laurent. Une image de sa maison qu'il a dessinée pendant que vous le gardiez dans ce sous-sol. Un garçon de 7 ans, effrayé et seul, dessinant des images de chez lui pendant que vous et Lefebvre décidiez quoi faire de lui. Marcel resta silencieux un long moment. Quand il parla à nouveau, sa voix était différente, plus dure, moins théâtrale. Les enfants dessinent des images. Ça ne prouve rien. Ça prouve qu'il était vivant dans cette pièce. Ça prouve que vous l'Y avez gardé assez longtemps pour qu'il comprenne ce qui lui arrivait. La voix de Laurent était immobile. Que lui avez-vous dit, Marcel ? Lui avez-vous dit que ses parents le cherchaient ? Lui avez-vous dit qu'il rentrait chez lui ? Je lui ai dit ce qu'il avait besoin d'entendre.
La cruauté désinvolte de cette réponse frappa Chloé comme une gifle. Elle se leva si vite que sa chaise racla le sol. Je veux lui parler. Chloé, ce n'est pas. Je veux 5 minutes avec l'homme qui a tué mon frère. L'agent Martinez secoua la tête. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes ici en tant qu'observatrice, rien de plus. Alors laissez-moi l'observer mentir à propos de Lucas. Laissez-moi le regarder prétendre qu'il ne se souvient pas. À travers la vitre, Marcel parlait toujours, sa voix exaspérément calme. Vous voulez savoir ce dont je me souviens de cet été? Je me souviens avoir fait des travaux honnêtes pour un salaire honnête. Je me souviens avoir aidé des familles à régler leurs problèmes. Comme la famille Dubois, demanda Laurent. Les avez-vous aidés à régler leurs problèmes quand vous avez pris leur fils? Le garçon Dubois passait à vélo devant mon chantier tous les jours. Un gamin amical, il faisait toujours un signe de la main. Le sourire de Marcel revint, et Chloé eut envie de briser la vitre. C'est triste ce qui lui est arrivé. Une vraie tragédie. Vous savez exactement ce qui lui est arrivé, parce que vous l'avez fait arriver. Voyons, inspecteur, vous mettez des mots dans ma bouche. Chloé n'en pouvait plus. Elle sortit de la salle d'observation et se dirigea droit vers la porte de la salle d'interrogatoire. L'agent Martinez l'appela, mais elle tournait déjà la poignée. Marcel leva les yeux quand elle entra, et pendant une fraction de seconde, elle vit une lueur de reconnaissance traverser son visage. Puis le masque poli glissa à nouveau en place. « Eh bien, si ce n'est pas la petite Chloé Dubois, dit-il. Mon Dieu, comme tu as grandi. » Le son de son nom dans sa bouche lui donna la chair de poule. « Vous vous souvenez de moi? Bien sûr que je me souviens de toi. Une famille adorable. Ta mère faisait le meilleur thé glacé du quartier. » Chloé s'assit en face de lui, ignorant le regard d'avertissement de Laurent. « Dites-moi ce que vous avez fait à Lucas. Je crains de ne pas savoir de quoi vous parlez. Vous l'avez pris lors de sa balade à vélo. Vous l'avez mis dans ce sous-sol. Vous l'Y avez gardé pendant que notre famille cherchait dans chaque rue, chaque parc, chaque endroit où nous pensions qu'il pouvait être. » Sa voix était ferme, contrôlée. Elle avait répété cette conversation dans sa tête pendant des jours. « Dites-moi ce que vous avez fait à mon frère. » Marcel étudia son visage avec l'intérêt clinique de quelqu'un examinant un insecte. « Tu sais, tu lui ressembles beaucoup. Les mêmes yeux, le même menton têtu. Il parlait de toi constamment. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. « Quoi? Dans le sous-sol. Il s'inquiétait pour toi, pour la peur que tu aurais, disait que tu prenais toujours soin de lui, que tu veillais à ce qu'il soit en sécurité. » Le sourire de Marcel s'élargit. Un gamin adorable, vraiment protecteur envers sa famille. La vision de Chloé se brouilla. L'idée que Lucas pensait à elle, s'inquiétait pour elle alors qu'il était piégé et terrifié, était presque trop à supporter. « Où est-il maintenant? » murmura-t-elle. « Maintenant? Eh bien, j'imagine qu'il est là où vont les bons petits garçons quand leur temps est fini. Où est son corps? » Marcel s'adossa, l'air pensif. « Tu sais, Chloé, ton frère était spécial, différent des autres. Il n'a jamais cessé de croire qu'il rentrerait chez lui. Même à la fin, il demandait quand tu viendrais le chercher. Dites-moi où il est. » « Il est en paix, » dit Marcel doucement. « N'est-ce pas suffisant? » Chloé bondit par-dessus la table avant de pouvoir s'arrêter. Ses mains trouvèrent la gorge de Marcel, ses pouces appuyant sur sa trachée, tandis qu'il émettait des bruits d'étouffement qui sonnaient comme la justice qu'elle attendait depuis 8 ans. Des mains fortes la tirèrent en arrière, Laurent et Martinez, leurs voix urgentes mais distantes. Marcel toussa et se frotta le cou, ses yeux brillant d'une lueur qui ressemblait presque à du plaisir. « Voilà la colère, » dit-il, la voix rauque. Lucas avait ce même feu quand il a réalisé qu'il ne rentrait pas chez lui. Un vrai combattant, ton frère rendait tout tellement plus intéressant. Chloé lutta contre les mains qui la retenaient, ne voulant rien d'autre que d'effacer ce sourire du visage de Marcel pour de bon.
Mais même alors qu'il la traînait hors de la pièce, elle pouvait l'entendre rire. Ce son l'a suivi chez elle et dans ses rêves pendant des semaines. L'histoire éclata à 18h un mardi, se répandant sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre avant que les journaux télévisés du soir ne puissent rattraper le retard. Un réseau de traite d'enfants démantelé. Une enquête de 8 ans sur un garçon disparu mène à un coup de filet massif. Chloé était assise dans le salon de sa mère, regardant leur rue calme se remplir de camionnettes de presse et de reporters. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis que l'histoire avait été diffusée. Des journalistes voulant des commentaires. Des podcasteurs de true crime cherchant des interviews exclusives, des groupes de soutien aux victimes offrant un soutien qu'elle n'était pas prête à accepter. Sa mère avait débranché le téléphone fixe une heure plus tôt et tiré tous les rideaux, mais elle pouvait encore entendre les voix dehors, le frottement des pieds sur leur porche, le coup occasionnel de quelqu'un assez audacieux pour s'approcher de la porte. 23 enfants, dit Chloé, lisant sur son téléphone. Ils disent que Marcel et Lefebvre étaient responsables de la disparition de 23 enfants sur 15 ans. Sa mère était assise dans le vieux fauteuil inclinable de son père, celui qu'elle n'avait jamais pu jeter, serrant une tasse de thé qui avait refroidi des heures plus tôt. 23 familles, dit-elle doucement. 23 mères qui ont traversé ce que j'ai traversé. L'OPJ avait publié des informations limitées à la presse, assez pour expliquer l'ampleur de l'enquête sans compromettre les affaires en cours. L'ordinateur de Lefebvre contenait des manifestes d'expédition qui ressemblaient à des rapports d'inventaire. Des enfants réduits à des descriptions physiques et à des valeurs monétaires. Certains avaient été vendus à des acheteurs à travers les frontières départementales. D'autres avaient été gardés plus longtemps, utilisés à des fins que les agents ne décrivaient pas en détail. Ils ont retrouvé 3 enfants encore en vie, continua Chloé en lisant. Secourus dans un complexe en Provence, âgés de 12, 14 et 16 ans. Ils étaient portés disparus depuis 4, 6 et 8 ans, respectivement. C'était une bonne nouvelle, la meilleure qu'elle pouvait espérer. Mais cela signifiait aussi que pendant que Lucas mourait dans cette pièce du sous-sol, d'autres enfants survivaient dans des endroits tout aussi terribles, grandissant en captivité pendant que leur famille pleurait. La sonnette retentit à nouveau. Sa mère tressaillit mais ne bougea pas pour répondre. Madame Dubois, ici Claire Martin de Canal 8 Info. Nous aimerions vous donner l'occasion de partager l'histoire de Lucas pour aider d'autres familles qui pourraient traverser quelque chose de similaire. Chloé reconnut le nom. Claire Martin avait couvert la disparition de Lucas 8 ans plus tôt, avait réalisé l'un des reportages les plus respectueux sur les efforts de recherche. Mais en ce moment, la dernière chose qu'elle voulait était de partager leur chagrin avec des caméras de télévision. Ils veulent une histoire, dit sa mère. Quelque chose de simple et net. Une clôture. La justice rendue. Les méchants attrapés. Est-ce que c'est ce que c'est? Sa mère resta silencieuse un long moment. Je ne sais pas. Marcel Renard est en prison. André Lefebvre parle à l'OPJ, mais Lucas est toujours parti. Il est parti depuis 8 ans, et retrouver son vélo ne le ramène pas. Chloé posa son téléphone et s'approcha de la fenêtre, jetant un œil à travers un interstice dans les rideaux. Les reporters se préparaient pour les journaux du soir, utilisant leur maison comme toile de fond, tandis qu'ils expliquaient comment une rénovation de routine avait révélé l'une des plus grandes opérations de traite d'enfants de l'histoire de la région. L'agent Martinez a appelé pendant que tu étais sous la douche, dit sa mère. Ils veulent que nous venions demain pour discuter des déclarations d'impact des victimes pour le procès. Que as-tu dit? Que j'y réfléchirai. Sa mère posa enfin sa tasse de thé. Chloé, je ne sais pas si je peux m'asseoir dans une salle d'audience et écouter les détails. Je ne sais pas si je peux entendre ce qu'ils lui ont fait. Chloé comprenait. Elle avait à peine tenu le coup pendant l'interrogatoire de Marcel sans l'attaquer à nouveau. L'idée de passer des semaines à écouter des témoignages, à entendre les preuves décrites en détail clinique, était accablante. Mais elle pensa aussi aux 3 enfants qui avaient été secourus, aux familles qui récupéraient leurs enfants parce que Marcel et Lefebvre avaient enfin été arrêtés, aux familles des 20 autres enfants qui pourraient enfin obtenir des réponses. Peut-être qu'on n'a pas besoin de tout savoir, dit-elle.
Peut-être qu'il suffit de savoir qu'il ne fera plus de mal à personne. Son téléphone vibra avec un message de l'inspecteur Laurent. Les médias deviennent envahissants. Une maison sécurisée est disponible si vous avez besoin d'espace. Elle montra le message à sa mère, qui secoua la tête. C'est notre maison. Nous n'allons pas les laisser nous chasser de chez nous. Mais à mesure que la soirée avançait et que d'autres camionnettes arrivaient, que les reporters frappaient avec une fréquence croissante et que les voisins commençaient à se rassembler sur le trottoir pour regarder le spectacle, Chloé commença à reconsidérer. L'attention semblait invasive, parasitaire. Leur chagrin privé était devenu un divertissement public. Vers 21h, un coup à la porte sonna différemment des autres, plus doux, plus hésitant. Chloé ouvrit la porte et trouva Marie-Claire Bisset sur le porche, tenant un plat à gratin couvert. « Je suis désolée, dit Marie-Claire immédiatement. Je sais que vous ne voulez probablement pas de visiteurs en ce moment, mais j'ai fait trop de gratin dauphinois, et j'ai pensé, eh bien, que vous n'auriez peut-être pas envie de cuisiner ce soir. » Chloé s'écarta pour la laisser entrer, reconnaissante pour un visage familier qui ne demandait ni interview ni déclaration. Marie-Claire vivait en face depuis 15 ans, avait aidé à chercher Lucas pendant ses premiers jours terribles après sa disparition. « Comment vous en sortez-vous » demanda Marie-Claire, posant le plat sur le comptoir de la cuisine. « Je ne sais pas » répondit Chloé honnêtement. « C'est bien qu'il l'ait attrapé. C'est bien que d'autres enfants aient été sauvés, mais ça ne ressemble pas à une clôture. Ça donne l'impression qu'on apprend à quel point c'était pire que ce qu'on imaginait. » Marie-Claire hocha la tête. « Je repense à cet été, à voir Lucas passer à vélo devant ma fenêtre tous les jours, à comment tout semblait normal. Cet homme vivait à 6 rues d'ici, et nous n'avions aucune idée. Avez-vous déjà parlé avec lui, avec Marcel ? Quelquefois. Il a travaillé sur notre climatiseur une fois, peut-être en 2011. Il semblait assez gentil, professionnel. » Le visage de Marie-Claire s'assombrit. Il a posé des questions sur les enfants du quartier, disait qu'il aimait les voir jouer dehors, que ça lui rappelait son enfance. Je pensais qu'il était juste amical. La manière désinvolte dont Marcel avait recueilli des informations donna la chair de poule à Chloé. Combien de conversations comme celle-là avait-il eu ? Combien de parents lui avaient-ils involontairement donné des détails sur les routines et les habitudes de leurs enfants ? L'agent de l'OPJ a dit qu'il surveillait peut-être les familles pendant des mois avant de prendre leurs enfants, dit Chloé. Apprenant leurs habitudes, trouvant les meilleures opportunités. 23 enfants, murmura Marie-Claire. Je n'arrive pas à concevoir ce nombre. Chloé regarda par la fenêtre les camionnettes de presse, leur lumière vive transformant sa rue en un plateau de tournage. Demain, les reporters passeraient à d'autres histoires, d'autres tragédies. Mais les familles de ces 23 enfants vivraient toujours avec la connaissance que leur bébé avait été réduit à des marchandises dans l'entreprise tordue de Marcel Renard. Son téléphone sonna. Le nom de sa mère à l'écran. Chloé, où es-tu ? Dans la cuisine. Marie-Claire a apporté de la nourriture. Bien. Écoute, j'ai réfléchi à ce que l'agent Martinez a dit à propos des déclarations d'impact des victimes. La voix de sa mère était plus forte qu'elle ne l'avait été toute la journée. Je veux le faire. Je veux que Marcel Renard entende ce qu'il nous a pris. Chloé ferma les yeux, imaginant le sourire froid de Marcel, sa cruauté désinvolte lorsqu'il décrivait les derniers jours de Lucas. L'idée de l'affronter à nouveau au tribunal, de lui donner une autre occasion de leur faire du mal, était terrifiante, mais aussi nécessaire. D'accord, dit-elle. Nous le ferons ensemble. Dehors, les reporters continuaient leur diffusion, transformant le cauchemar de leur famille en contenu pour les informations du soir. Mais dans leur petite cuisine, entourée de l'odeur du gratin dauphinois de Marie-Claire et de la force tranquille de femme qui avait survécu à l'impensable, Chloé ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis 8 ans. Pas exactement une clôture, mais un but. Elles allaient s'assurer que Marcel Renard ne fasse plus jamais de mal à une famille. Et elles allaient s'assurer que l'histoire de Lucas soit racontée par ceux qui l'aimaient, pas par des étrangers cherchant des audiences. Les marches du palais de justice étaient glissantes sous la pluie d'octobre,
et Chloé pouvait sentir le poids de chaque objectif de caméra pointé dans son dos alors qu'elle gravissait les lourdes portes en bois. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Marcel Renard. 6 mois de déposition, de révision de preuves et de nuits blanches passées à se préparer pour ce moment. Aujourd'hui était le jour de la condamnation. Le procès lui-même avait été un cauchemar de témoignages cliniques et d'exhibits qui réduisaient Lucas à des numéros de dossier et à des preuves médico-légales. Chloé avait enduré 3 semaines de témoignages sur les réseaux de traite et les registres financiers, sur la manière systématique dont Marcel et Lefebvre avaient opéré leur entreprise. Elle avait écouté des experts expliquer comment les enfants étaient brisés psychologiquement, comment ils étaient préparés pour le transport, comment ils étaient vendus à des acheteurs qui les voyaient comme des marchandises. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, elle pouvait parler. L'agent Martinez les rencontra dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience 3B, le visage grave mais déterminé. La juge a accepté d'entendre les déclarations d'impact des victimes de 5 familles. Vous et votre mère serez les 3e. Souvenez-vous, parlez directement à la juge, pas à Marcel. Ne le laissez pas voir votre douleur. Et si je veux qu'il la voie, demanda Chloé. Alors vous lui donnez exactement ce qu'il veut. Marcel Renard se nourrit de la souffrance qu'il a causée. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Elles entrèrent dans la salle d'audience, pleine de reporters, de défenseurs des victimes et de familles que Chloé avait appris à connaître au cours des 6 derniers mois. Les parents de Hugo Martin étaient assis au premier rang, se tenant les mains si fort que leurs phalanges étaient blanches. Derrière eux, la grand-mère qui avait élevé Léa Simon essuyait ses yeux avec un mouchoir trop usé. Marcel était assis à la table de la défense dans un costume sombre qui le faisait ressembler à un parent en deuil plutôt qu'à un tueur d'enfants. Ses cheveux avaient été coupés et coiffés, son attitude calme et attentive. Il semblait à sa place dans cette salle d'audience respectable, pas comme quelqu'un qui avait passé 15 ans à détruire des familles. Lorsqu'il se tourna pour scruter la galerie, ses yeux trouvèrent immédiatement ceux de Chloé. Ce même sourire poli traversa son visage, celui dont elle se souvenait de son enfance. Elle se força à le fixer sans ciller, à lui montrer qu'elle n'était plus la petite fille effrayée qu'il avait regardé réparer leur évier de cuisine. La juge Morrison rappela la cour à l'ordre, sa voix résonnant contre les murs lambrissés de bois. Avant de prononcer la sentence, je vais entendre les familles des victimes. Madame Martin, vous pouvez commencer. La mère de Hugo Martin s'approcha du pupitre avec des mains tremblantes, serrant un morceau de papier plié. Sa voix se brisa lorsqu'elle décrivit l'amour de son fils pour le football, son rêve de devenir vétérinaire, la manière dont il était parti chez un ami un jour et n'était jamais revenu. Il aurait 16 ans maintenant, dit-elle, regardant directement Marcel. Il apprendrait à conduire, se plaindrait des devoirs, demanderait de l'argent pour aller au cinéma avec ses amis. Au lieu de cela, je visite sa tombe tous les dimanches et je me demande à quoi ressemblerait sa voix si elle avait eu le droit de changer. L'expression de Marcel ne changea jamais. Il aurait pu écouter un bulletin météo. Ensuite vint la grand-mère de Léa Simon, parlant avec un fort accent occitan d'une petite fille qui aimait les tutus roses et voulait être ballerine. Elle avait apporté un dessin de Léa, une image à la craie d'une famille sous un arc-en-ciel, et le tendit à la juge. Elle a dessiné ça la veille de sa disparition, dit la vieille femme. Il y a encore les aimants de notre réfrigérateur au dos. 6 ans, je l'ai gardé, espérant qu'elle reviendrait le voir. Puis ce fut le tour de Chloé. Elle marcha vers le pupitre sur des jambes instables, sentant le poids de 8 ans peser sur ses épaules. La déclaration qu'elle avait préparée était dans sa poche, mais elle se retrouva à parler avec son cœur. Lucas Dubois avait 9 ans quand Marcel Renard l'a pris, commença-t-elle. C'était mon frère jumeau, né 4 minutes après moi, et il ne me laissait jamais oublier que j'étais techniquement plus âgé. Il collectionnait des petites voitures et les rangeait par couleur parce qu'il disait que les arcs-en-ciel étaient magiques. Il voulait être chasseur de dinosaures quand il serait grand. Et il s'entraînait en creusant des trous dans notre jardin que maman devait toujours reboucher. Elle s'arrêta, regardant Marcel, qui arborait toujours ce sourire exaspérant. Lucas faisait confiance aux adultes. Quand notre broyeur à déchets s'est cassé et que maman a appelé Marcel Renard pour le réparer,
Lucas se tenait juste à côté de lui, posant des questions sur les outils, les tuyaux et comment les choses fonctionnaient. Marcel répondait à chaque question, gentiment. Il faisait sentir à Lucas qu'il était important, que sa curiosité comptait. La voix de Chloé se raffermit. C'est ainsi que les prédateurs fonctionnent, n'est-ce pas, Marcel? Ils étudient les enfants, apprennent ce qui les rend spéciaux, et ensuite ils utilisent cette connaissance pour les détruire. Vous avez transformé la curiosité naturelle de Lucas en une arme contre lui. Le sourire de Marcel vacilla légèrement. Pendant 8 ans, ma famille a vécu dans le flou. Nous ne savions pas si Lucas était vivant ou mort, s'il souffrait, ou s'il avait simplement disparu. Ma mère mettait un couvert pour lui à chaque dîner, au cas où il rentrerait affamé. Je suis passé devant votre maison vide des centaines de fois sans savoir que mon frère mourait à 6 rues de notre porte d'entrée. Elle sortit son téléphone et montra à la juge la photo de Lucas sur son vélo orange, prise quelques jours avant sa disparition. Voici qui était Lucas avant que vous ne le preniez. Heureux, confiant, plein de rêves pour l'avenir. Les dessins que nous avons trouvés dans votre sous-sol montrent ce que vous avez fait de lui. Un petit garçon effrayé dessinant des images de sa maison parce que la maison était le seul endroit dont il se souvenait. La voix de Chloé se brisa alors, juste un instant. Vous n'avez pas seulement tué Lucas, Marcel. Vous l'avez torturé. Vous l'avez fait souffrir. Vous l'avez fait mourir en croyant que personne ne viendrait le sauver. Elle regarda directement Marcel, qui ne souriait plus. Mais savez-vous quoi? Vous avez échoué, parce que Lucas est toujours aimé. Il est toujours dans nos mémoires. Son histoire a aidé à sauver 3 autres enfants qui auraient pu mourir dans des endroits comme votre sous-sol. Et chaque jour que vous passerez en prison, chaque nuit où vous resterez éveillé en sachant que vous ne serez jamais libre, la mémoire de Lucas obtiendra justice. Elle retourna à sa place sans regarder Marcel à nouveau, mais elle pouvait sentir ses yeux dans son dos. Quand sa mère prit le pupitre et parla du fils qu'elle avait perdu, du vide dans leur famille qui ne guérirait jamais, Chloé observa attentivement le visage de Marcel. Pour la première fois depuis son arrestation, il semblait mal à l'aise. Pas désolé, Chloé doutait qu'il soit capable d'un véritable remords, mais définitivement mal à l'aise, comme si entendre le vrai coût de ses actions était plus difficile qu'il ne l'avait prévu. La juge Morrison écouta les 5 familles parler, son expression s'assombrissant à chaque déclaration. Quand le dernier parent eut fini, elle se tourna vers Marcel. « Monsieur Renard, avez-vous quelque chose à dire avant que je ne prononce la sentence ?» Marcel se leva lentement, boutonnant sa veste de costume avec la même précision soigneuse qu'il utilisait autrefois pour organiser ses outils. « Madame la juge, je veux que ces familles sachent que je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Parfois, des choses arrivent qu'on n'a pas prévues, des situations qui échappent à tout contrôle. » Chloé sentit la rage monter dans sa poitrine. Même maintenant, il ne pouvait pas admettre ce qu'il avait fait. « Je suis désolé pour leur perte, » continua Marcel. « J'espère qu'ils trouveront la paix. » C'était une masterpiece de non-excuse, exprimant des regrets sans accepter la responsabilité. Le visage de la juge Morrison montrait exactement ce qu'elle en pensait. « Monsieur Renard, en 30 ans sur ce banc, j'ai vu de nombreux accusés essayer de minimiser leurs crimes. J'ai entendu toutes les excuses, toutes les justifications, toutes les tentatives de rejeter la faute. Mais ce que vous avez fait, la torture et le meurtre systématique d'enfants pour le profit, représente un niveau de mal qui défie toute explication. » Elle marqua une pause, laissant les mots s'installer. « Je vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour chaque chef d'accusation de meurtre au 1er degré, les peines devant être exécutées consécutivement. De plus, je vous condamne à 25 ans pour chaque chef d'accusation d'enlèvement et de traite, également consécutif. Vous mourrez en prison, monsieur Renard, et le monde sera plus sûr pour cela. » La composure de Marcel se fissura enfin. Ses épaules s'affaissèrent, et pendant un instant, il ressemblait à ce qu'il était vraiment, un vieil homme fatigué qui avait passé sa vie à faire du mal à des enfants et qui avait enfin été attrapé. Alors que les huissiers l'emmenaient menotté, Chloé sentit quelque chose qu'elle portait depuis 8 ans se relâcher enfin dans sa poitrine.
Pas une clôture, elle doutait qu'elle l'ait jamais vraiment. Mais quelque chose de proche de la paix. Le tueur de Lucas ne ferait plus jamais de mal à un enfant, et cela devrait suffire. 2 ans après la condamnation de Marcel Renard, Chloé se retrouva devant une maison différente dans une rue différente, tenant un porte-document et essayant de convaincre un inconnu de la laisser entrer. « Je sais que c'est inhabituel, » dit-elle au vieil homme qui avait ouvert la porte. « Mais je vous promets, je ne vends rien. J'ai juste besoin de voir votre sous-sol. » Monsieur Patterson la regarda à travers ses lunettes épaisses, se demandant probablement pourquoi une femme de 27 ans demandait à inspecter ses fondations un jeudi matin. Derrière lui, elle pouvait voir le couloir d'une maison construite à la même époque que celle de Marcel, style ranch des années 1960, avec le genre de sous-sol qui pouvait facilement cacher des secrets. « Je suis avec la Fondation du Bois », continua Chloé, montrant la carte de visite qu'elle avait fait imprimer 6 mois plus tôt. Nous travaillons avec les forces de l'ordre pour identifier les propriétés qui pourraient être liées à des opérations de traite d'enfants. Votre maison appartenait à quelqu'un que nous enquêtons. C'était un mensonge, mais un mensonge utile. La Fondation du Bois n'existait que sur papier et dans l'ordinateur portable de Chloé, financé par le contrat de livre qu'elle avait signé pour raconter l'histoire de Lucas. Le vrai travail, la recherche obsessionnelle dans les registres de propriété et les historiques de location, était quelque chose qu'elle faisait seule le soir, suivant des pistes qui ne menaient probablement nulle part. Monsieur Patterson étudia sa carte, puis son visage. « Vous êtes cette fille des informations, celle dont le frère ? » ?»« Oui, monsieur. C'est moi. » Il s'écarta et la laissa entrer. Le sous-sol était fini, moquetté, transformé en salle familiale il y a des décennies. Rien de suspect, pas de pièces cachées ni de modifications suspectes. Mais Chloé avait appris à être minutieuse. Elle vérifia derrière les bibliothèques, chercha des travaux électriques inhabituels, mesura les pièces pour s'assurer que les dimensions intérieures correspondaient à l'extérieur. « Trouvez ce que vous cherchiez ?» demanda Monsieur Patterson quand elle remonta 20 minutes plus tard. « Rien ici, dit-elle. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous. » C'était la même conversation qu'elle avait eue 43 fois au cours de l'année écoulée, depuis qu'elle avait commencé à traquer les propriétés liées au réseau étendu de Marcel Renard. La plupart des maisons étaient propres. Quelques-unes avaient des modifications mineures qui auraient pu être suspectes. Une avait révélé une pièce cachée qui ne contenait que de vieilles décorations de Noël et une odeur de moisi. Mais elle continuait à chercher, car l'enquête de l'OPJ avait stagné. Parce qu'il y avait encore des enfants disparus dont les cas n'avaient pas été résolus, parce que rester chez elle à s'apitoyer sur son sort ne ramenait personne. Son téléphone sonna alors qu'elle retournait à sa voiture. Le nom de sa mère à l'écran. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» demanda sa mère. « Rien. » Un autre sous-sol plein de souvenirs familiaux parfaitement normaux. Chloé glissa sur le siège conducteur et démarra le moteur. Comment était le groupe? Bien. Nous avons 3 nouvelles familles ce mois-ci. Des parents d'enfants disparus ces dernières années. Je pense que ça les aide d'entendre quelqu'un qui est passé par là. Sa mère avait commencé à animer un groupe de soutien pour les familles d'enfants disparus 6 mois plus tôt, se réunissant tous les mardis soirs dans le sous-sol de l'église Saint-Céré. Chloé avait assisté à quelques réunions, mais les trouvait trop douloureuses. Tous ses parents espérant encore, croyant encore que leurs enfants pourraient rentrer vivants. L'agent Martinez a appelé, continua sa mère. Ils ont trouvé une autre propriété en Corrèze. Une maison louée par un des associés de Lefebvre en 2016. La police locale veut savoir si vous êtes disponible pour consulter. Chloé ressentit la montée d'adrénaline familière qui venait avec une nouvelle piste. Quand? La semaine prochaine. Mais Chloé, ma chérie, tu n'as pas à continuer à faire ça. L'OPJ a ses propres gens, ses propres experts. Tu as déjà fait plus que ce que quiconque pourrait attendre. Quelqu'un doit chercher, maman. Quelqu'un doit se soucier assez pour vérifier chaque sous-sol, chaque pièce cachée, chaque endroit où ces animaux pourraient avoir caché des preuves. Je sais. J'ai juste peur que ça devienne toute ta vie. Tu as 27 ans.
Tu devrais penser à ton avenir, pas passer tous tes week-ends à fouiller dans les sous-sols d'étrangers. Chloé ne répondit pas tout de suite. Elle comprenait l'inquiétude de sa mère, mais elle comprenait aussi quelque chose que sa mère ne voyait pas. Que l'alternative à la recherche était d'accepter que la mort de Lucas n'avait aucun sens. Que les autres victimes de Marcel et Lefebvre resteraient perdues pour toujours. 3 enfants ont été sauvés parce que nous avons trouvé ces vélos, dit-elle enfin. 3 familles ont récupéré leurs enfants parce que quelqu'un a été prêt à défoncer ce mur du sous-sol. S'il y a ne serait-ce qu'une chance d'en trouver un de plus, est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Sa mère resta silencieuse un moment. Promets-moi juste que tu ne fais pas ça pour te punir. Ce qui est arrivé à Lucas n'était pas de ta faute. Je sais. Mais même en disant cela, Chloé n'était pas sûre d'y croire. La culpabilité s'était estompée au fil des ans, mais n'avait jamais complètement disparu. La conscience qu'elle avait été la grande sœur de Lucas, sa protectrice, et qu'elle l'avait laissé tomber quand il avait le plus besoin d'elle. Je dois y aller, dit-elle. Je retrouve Marie-Claire pour déjeuner. Passe-lui le bonjour. Chloé roula vers le centre-ville, passant devant la rue où la maison de Marcel se dressait avant que la ville ne la démolisse 6 mois plus tôt. Le terrain était vide maintenant, juste de l'herbe et un petit jardin commémoratif que les familles avaient planté pour tous les enfants qui avaient souffert là-bas. Quelqu'un avait laissé des fleurs fraîches près de la plaque portant le nom de Lucas, probablement Claire Martin, qui venait encore régulièrement vérifier comment elles allaient. Elle trouva Marie-Claire qui l'attendait à leur table habituelle dans le coin du bistrot, ayant déjà commandé du café pour elles deux. Marie-Claire était devenue la meilleure amie de Chloé au cours des 2 dernières années. L'une des rares personnes à comprendre la combinaison étrange de soulagement et de douleur continue qui venait avec la résolution d'une affaire comme celle-ci. Du succès aujourd'hui, demanda Marie-Claire. Un sous-sol propre, une famille gentille, un vieil homme adorable qui pense probablement que je suis un peu folle. Chloé s'installa sur la banquette en face d'elle. Mais ça fait 44 maisons de vérifier. Plus que 200 environ sur ma liste. Chloé, dit Marie-Claire, d'une voix douce mais ferme. Tu sais que tu ne peux pas enquêter sur chaque propriété que Marcel Renard a regardée, n'est-ce pas? Tu sais que tu ne peux pas fouiller personnellement chaque endroit où il aurait pu cacher des preuves. Je peux essayer. Mais à quel prix? Quand est-ce que tu es sorti avec quelqu'un pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as pensé à autre chose qu'aux enfants disparus et aux pièces de sous-sol? Chloé fixa sa tasse de café, voyant son reflet déformé à la surface sombre. Marie-Claire avait raison, bien sûr. La recherche était devenue dévorante, une obsession qui laissait peu de place à autre chose. Mais c'était aussi la seule chose qui semblait avoir du sens, la seule manière qu'elle connaissait pour honorer la mémoire de Lucas. Il y a autre chose, dit Marie-Claire. Je n'allais pas te le dire, mais je pense que tu devrais savoir. Il réalise un documentaire sur l'affaire. Quelqu'un de Netflix a appelé la gendarmerie pour demander des interviews. L'estomac de Chloé se noie. Génial. Encore des étrangers qui veulent transformer le cauchemar de notre famille en divertissement. Peut-être. Ou peut-être que c'est une chance de raconter l'histoire de Lucas correctement, de s'assurer que les gens se souviennent de lui comme plus qu'une victime. J'y réfléchirai, dit Chloé. Mais elle savait qu'elle ne participerait pas. Elle avait déjà raconté l'histoire de Lucas dans le livre, avait déjà exposé la douleur de leur famille pour aider d'autres parents à reconnaître les signes avant-coureurs. Elle n'était pas prête à recommencer pour des caméras. Son téléphone vibra avec un message de l'agent Martinez. Propriété en Corrèze confirmée. Pièce cachée trouvée derrière la chaudière. Pouvez-vous être là lundi? Chloé montra le message à Marie-Claire, qui le lui soupira. Un autre sous-sol, dit Marie-Claire. Une autre chance, corrigea Chloé. Car quelque part là dehors, dans des maisons aussi innocentes que celle de Monsieur Patterson, il y avait peut-être encore des preuves attendant d'être découvertes. Des indices qui pourraient résoudre d'autres cas, apporter une clôture à d'autres familles, peut-être même sauver des enfants encore disparus. Lucas était parti. Elle avait accepté cette réalité, s'était réconciliée avec elle autant qu'on le pouvait.
Mais sa mort avait révélé un réseau qui opérait depuis des années, qui avait détruit des dizaines de familles, qui avait laissé une piste de preuves pouvant encore mener à d'autres victimes. Tant qu'il y avait ne serait-ce qu'une possibilité de trouver des réponses, Chloé continuerait à chercher. Elle devait ça à Lucas. Elle le devait à tous. Et peut-être, si elle cherchait assez longtemps et assez fort, trouverait-elle quelque chose qui aiderait d'autres familles à éviter les années d'incertitude que sa famille avait endurées. Peut-être que cela suffirait. Peut-être que cela ressemblerait enfin à la justice. Dehors, par la fenêtre du bistrot, des enfants passaient sur le chemin de l'école, leurs sacs à dos rebondissant, riant de ce qui semblait important dans leur monde de 8 ans. Ils ressemblaient tellement à Lucas, si confiant et innocent, inconscient que des monstres pouvaient se cacher derrière des sourires serviables et des saluts amicaux. Chloé les regarda partir et se fit une promesse. Elle continuerait à chercher jusqu'à ce que chaque sous-sol soit vérifié, chaque pièce cachée découverte, chaque secret traîné à la lumière. Car quelque part là dehors, un autre Lucas attendait d'être retrouvé. Et elle ne s'arrêterait pas de chercher jusqu'à ce qu'elle le ramène chez lui.